va entendre Jordan Bardella. Il est interviewé par Gilles Boulot sur le plateau de TF1. Si vous aviez une question à poser à Jordan Bardella, si vous étiez en face de lui, quelle question, Éric Coquerel? J'ai pas vraiment de questions à lui poser, en fait. D'être un peu, peut-être, d'être toujours un peu plus clair sur, en réalité, une politique économique qui ne diffère pas beaucoup de celle de M. Macron. Voilà. En quoi? Par exemple, cette volonté de toujours débaisser les dépenses publiques, cette volonté faussement d'augmenter les salaires, alors qu'en réalité, il s'agit de baisser les cotisations, ce qui fait qu'il n'y aura plus assez d'argent pour les protections sociales. Cette volonté aussi de privatiser. Donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas très bien la différence avec M. Macron, sauf encore un peu plus de racisme, beaucoup plus de racisme même, et donc tous les dangers de l'extrême droite. Donc voilà, M. Bardella, c'est le néolibéralisme et le racisme. Et je dis aux Français que je leur demande, pour tous ceux qui pourraient être tentés, parce qu'ils se disent « tiens, il faut essayer autre chose », de bien réfléchir. Cette politique économique, elle est l'opposé du monde du travail, elle est l'adversaire du monde du travail, mais en plus, elle divise les Français entre eux en instillant et même en systématisant encore plus ce venin qui est le racisme. On a peu de temps, mais on va en reparler juste après l'interview Jordan Bardella, mais vous êtes souvent renvoyé dos à dos. Rassemblement national et nouveau Front populaire par le gouvernement, par le camp d'Emmanuel Macron. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui explique en partie la banalisation de l'extrême droite. C'est un jeu très dangereux qu'a joué M. Macron. Vous vous rappelez que M. Macron, quand il a voulu être élu en 2022, il a fait appel à nos électeurs, y compris contre l'extrême droite. Et que, tout ça pour finalement, pendant 2 ans, banaliser les choses en mettant au même plan une organisation, un parti d'extrême droite qui n'a pas rompu, c'est pas vrai, avec ses racines, et puis des organisations démocratiques, antiracistes, républicaines. Et je pense que ça a fortement fait banaliser, l'extrême. On continue d'en parler après l'interview de Jordan Bardella. Manifestement, il ne va pas faire grand-chose par rapport aux grands problèmes qui se posent aux Français aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça à l'issue de cette interview? Vous l'avez entendu parler de santé, vous avez entendu parler de l'état des hôpitaux, vous l'avez entendu parler des déserts médicaux dans ce pays, vous l'avez entendu parler de la question de la transition écologique, où tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut beaucoup plus de financement, ne serait-ce que pour respecter les accords de Paris et décarboner. Vous l'avez entendu parler, en dehors de la question des normes, du logement et de la nécessité de construire plus de logements dans ce pays, notamment de plus de logements sociaux, etc., etc. Je n'ai pas entendu parler d'éducation, par exemple, qui est un des grands problèmes. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que, en réalité, M. Bardella ne dit rien. C'est-à-dire qu'il ne dit rien. Le seul sujet qui revient sans arrêt, avec lequel, par miracle, il réglerait tous les problèmes, c'est il y a trop d'immigrés dans ce pays, alors même que toutes les études sérieuses savent qu'en réalité, par rapport au PIB, le solde, l'apport des immigrés à l'économie est positif. Donc, c'est son seul leitmotiv. Est-ce qu'il a tort de dire, regardons la vérité en face, l'État est en quasi-faillite, l'état du déficit, etc., est immense, on ne pourra pas faire grand-chose. Si vous étiez au pouvoir, le nouveau Front populaire, est-ce que vous pourriez vraiment vous délier les mains Bien sûr qu'il a tort de le dire, et c'est pour ça que je vous dis que comme tout à l'heure, en réalité, il propose d'appliquer les mêmes recettes que M. Le Maire, M. Macron, c'est-à-dire sabrer dans les dépenses publiques au nom d'un État qui sera en faillite. L'État français n'est pas en faillite. Arrêtons avec cette ineptie. S'il était en faillite, nous n'aurions pas comme ça des prêteurs financiers qui, à chaque fois qu'il y a une levée d'emprunt, sont 2 fois plus que l'emprunt en question à vouloir prêter à la France. L'État n'est pas en faillite. Ce qui s'est passé, et évidemment, il omet soigneusement de le dire, parce que sinon, il serait obligé de parler du rapport entre le capital, et notamment les plus riches de nos actionnaires, c'est que l'État, M. Macron, a organisé une baisse des recettes d'impôts qui a bénéficié aux plus riches de nos concitoyens et qui fait que cet argent nous manque aujourd'hui cruellement pour assurer la transition écologique, l'éducation, etc. Ce que nous disons. Et la deuxième chose qu'il omet aussi de dire, c'est qu'il faut faire en sorte que pour relancer la consommation populaire, pour relancer une activité écologiquement soutenable, il faut augmenter les salaires. Ça, là non plus, il n'y a pas un mot. Il y a un sujet sur lequel vous ne pouvez pas mettre par définition un signe égal entre Emmanuel Macron, son camp et le Rassemblement national, c'est le sujet des retraites. Parce que là, il réaffirme sa volonté sur les 60 ans, sur le départ des moins de 20 ans, les personnes de plus de 62 ans, carrière complète, si elles le désirent, avec lui, ce serait pas de... Enfin, on s'arrête à 62 ans. Ça pourrait, dans le fond... J'entends bien. Il y a 2 semaines, c'était pas le cas. Il y a 2 semaines, c'était pas le cas. J'étais à côté de M. Tanguy il y a encore
quelques jours, interrogé par une autre chaîne de télévision qui remettait ça à l'automne. Nous disons, dans les premières mesures que nous mettons en place, nous abrogeons à la fois la réforme des retraites et nous abrogeons la réforme scandaleuse des chômeurs qui font payer aux chômeurs le chômage et qui en plus est très mauvaise pour l'activité économique. Donc, dans la logique économique que propose en réalité M. Bardella, c'est ce que je vous disais toujours, avec cette obsession raciste par rapport à l'immigration. En plus, il y a finalement une politique économique qui ne guide faire guerre du néolibéralisme et qui ne nous offre pas les marges de manœuvre nécessaires pour assurer et pour faire en sorte de répondre aux besoins des Français. Du matin au soir, vous êtes encore une fois renvoyé dos à dos Rassemblement national et Nouveau Front populaire. C'était le grand oral, encore une fois, des représentants des différents blocs, comme on les appelle maintenant, devant le MEDEF aujourd'hui. Vous y étiez auditionné avec Boris Vallaud à vos côtés, devant un MEDEF qui a dénoncé ces dernières heures publiquement des mesures proposées par vous et le Rassemblement national comme étant à contre-courant de toute rationalité économique. Le MEDEF pointe un risque de renouer avec le chômage de masse dans le cadre du SMIC, de creuser le déficit, la dette dans celui des autoroutes ou de la TVA. Et je pourrais continuer comme ça. Et d'ailleurs, en plus, je vous accusant implicitement de ne pas être tout à fait transparent sur l'impact de vos mesures, sur la vie des Français. Non, ils ne sont pas satisfaits parce que l'impact que nous allons demain décrire dans le budget que nous allons présenter n'est pas le leur et ne correspond pas à leur ligne économique qui est justement de la part du MEDEF, qui à mon avis ne représente pas tous les chefs d'entreprise, c'est ce que j'ai dit ce matin notamment au grand oral, finalement vise à toujours favoriser la rente des actionnaires, à toujours faire en sorte qu'il y ait une suraccumulation des richesses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de notre pays pour quelques-uns. C'est ça que propose le MEDEF. Le MEDEF ne représente pas pour moi les intérêts, par exemple, des patrons, des TPE, PME, qui ont beaucoup plus intérêt à une politique que nous allons proposer, parce qu'elle va faire en sorte qu'il va y avoir des carnets de commandes assurés par les politiques de l'État en matière écologique, d'éducation, d'école, de construction de logements, et aussi parce que l'augmentation des salaires que nous allons provoquer va faire en sorte que les gens mieux payés vont consommer davantage et que ça, c'est bon pour l'activité. Mais donc, de ce point de vue-là, attendez, je réponds juste sur le MEDEF. Vous savez, je suis un peu rassuré sur quelque chose. C'est qu'à chaque fois que la gauche a gouverné dans ce pays, nous avons eu des cris d'orfèvre du MEDEF. Tout le temps. Ça s'appelait le CNPF, mais c'est pareil, c'était l'ancêtre. Regardez en 81, regardez en 97. Donc, de ce point de vue-là, que M. Martin fasse le même genre de réaction, c'est-à-dire ça me rassure plutôt, c'est bon signe pour nous. Par contre, ce qui m'ennuie un peu, c'est que lui aussi, finalement, explique que notre programme serait pire que le Rassemblement national et il banalise aussi le Rassemblement national. Il fait partie de ces gens qui banalisent l'extrême droite. Il y a un vrai débat de crédibilité. Votre chiffrage, c'est demain. Demain, oui, nous allons faire un chiffrage. Vous remarquez que nous serons les seuls à le faire. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui donne des leçons, qui s'est quand même ingénié pour que fin 2023, ils font voter, enfin ils ne font pas voter parce qu'on n'a plus le droit de voter à l'Assemblée, mais ils font adopter un budget. 3 mois après, ce budget a été profondément remanié parce que tous les paramètres étaient faux. Donc, il a été remanié au point qu'on annonce 30 milliards d'annulation de crédit. Mais c'est ce gouvernement qui nous somme de donner les détails. Alors, nous allons relever demain le gant. Et vous verrez que pour les premières années du mandat que nous proposons de faire à la tête de ce pays, demain, nous proposerons un budget où les recettes et les dépenses seront équilibrées sans que ça touche 92% de nos concitoyens. Alors, je sais que maintenant, il ne faut plus attendre que quelques heures pour avoir le chiffrage, mais quand même, vous avez vu, bien sûr, la socialiste Valérie Rabault, peut-être en avez-vous parlé avec elle, qui a reconnu que le programme du Nouveau Front populaire allait creuser les déficits. Selon son chiffrage, elle est quand même ancienne rapporteure générale du budget, le programme économique entraînerait 106 milliards d'euros de dépenses supplémentaires et le déficit retrouverait son niveau actuel de 5,1% au mieux en 2026. Elle est très loin de la vérité. Moi, je suis président de la Commission des Finances, donc je l'entends. C'est une contribution qu'elle a mis d'ailleurs dans les discussions que nous devions avoir. Je crois qu'elle-même d'ailleurs ne pensait peut-être pas forcément que ça allait être rendu public, mais c'est une contribution au débat. Moi, je pense que je vais vous dire ce que nous allons présenter. On est très loin de ce chiffre-là. Je vais vous répondre. Ce que nous allons présenter demain. Aussi, hein. En gros, le chiffrage qu'elle a donné, je vous le dis, c'est un scoop, ça correspond en gros à la première année pour aller vite de notre budget que nous mettrions en place en gouvernement. Mais vous savez que nous comptons gouverner plus longtemps, donc le budget sera sensiblement différent. Et surtout, moi, je ne crois pas, en tout cas, je pense que c'est difficile à anticiper, je ne crois pas comme ça que nous présentions un projet dont l'idée, c'est que les déficits le financent. Voilà. C'est une chose de dire qu'on ne doit pas regarder la ligne des 3% comme quelque part un corset qui nous empêcherait d'appliquer la politique que nous estimons bonne pour le pays. C'en est une autre d'estimer que c'est comme ça que nous allons financer ce que nous allons proposer. Nous allons le financer à la fois, vous l'avez compris, par une part d'impôt
que nous allons reprendre notamment aux plus riches de nos concitoyens et notamment aux plus riches actionnaires, et nous allons le financer aussi parce que la politique que nous allons mettre en place, elle aura un effet multiplicateur. C'est une petite keynésienne, mais appuyée sur une bifurcation écologique, qui aura un effet multiplicateur. Et donc, au bout d'un moment, ça va être des entrées fiscales, ça va être des entrées d'impôts qui vont faire en sorte que là aussi, la situation économique va s'améliorer, y compris les finances et le déficit. Les plus riches. Le nouveau Front populaire demande aux milliardaires un effort de patriotisme économique, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée avec Boris Vallaud sur la scène du MEDEF aujourd'hui. Donc, c'est pour financer le programme. Comment, quel niveau ? Combien on prend dans les poches des milliardaires, pour reprendre l'expression aussi qui a été utilisée aujourd'hui ? Écoutez, vous avez par exemple, sur tout ce qui est niche fiscale qui souvent avantage les plus riches, vous avez à mon avis de quoi récupérer assez facilement la première année, je parle. Et puis après, il faudrait peut-être 25 milliards. Vous savez qu'aujourd'hui, la Cour des comptes le pointe sans arrêt, il y a plus de presque 82 milliards de niches fiscales dans ce pays, sans compter les exonérations, CICE, crédit impôt au chasse, enfin le CICE plutôt. Donc voilà, il y a de quoi faire. Nous allons effectivement rétablir un ISF qui sera un ISF progressif et écologique, plus le fait d'en finir avec la flat tax. Pourquoi il faut en finir avec ça, que je vous explique rapidement. C'est que, qu'est-ce qu'est la flat tax ? Ça a été un bouclier fiscal pour le capital, qui n'est plus du coup imposé, mais alors de loin, comme le travail aujourd'hui. Cette situation injuste a fait que les 150 milliardaires de ce pays, et quand je vous dis ça, c'est les chiffres de l'Institut des politiques publiques faits avec Bercy l'an dernier, eh bien, en faisant en sorte de transférer leurs revenus personnels vers des revenus professionnels qui sont moins imposés, figurez-vous qu'aujourd'hui, ils sont assujettis à moins de 2% sur l'impôt sur le revenu, vous avez bien entendu, moins de 2%, et que globalement, ils payent à peu près 25% de taxes, alors que s'ils étaient imposés à l'impôt sur le revenu, ils seraient à près de 50%. Figurez-vous que ces différences, rien que ça, ce que je vous explique, c'est 18 milliards que ça coûte à l'État. Donc, nous allons rétablir cette situation et essayer de rapprocher la fiscalité du capital, la fiscalité du travail. Ça ne va pas leur faire trop mal. Vous savez, les 500 plus grandes fortunes de France ont 45% du patrimoine aujourd'hui en France, mais ça permettra de financer en partie la transition écologique, l'éducation, et surtout, ça permettra aussi de partager la plus-value de manière différente, parce que c'est l'autre thème, en augmentant les salaires. Alors, Éric Coquerel, dans l'actualité, parce que l'actualité, elle s'est encore invitée dans la campagne avec une terrifiante affaire, le viol à caractère antisémite d'une fille de 12 ans. À Courbevoie, 3 jeunes garçons mineurs âgés de 12-13 ans ont été mis en examen mardi. Des rassemblements encore aujourd'hui ont eu lieu, et déjà hier, il y en a eu. Et la France insoumise a été attaquée de toutes parts lors de ce rassemblement. Pourtant, on le rappelle, Jean-Luc Mélenchon, il avait réagi sur Twitter. On va revoir les mots de Jean-Luc Mélenchon. Horrifié par ce viol à Courbevoie et tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge et du racisme antisémite, solidarité, pensée émue pour la victime et ses proches. J'espère que les soins, secours, accompagnement sont pris correctement en charge et qu'on ne transforme pas ce crime ni la souffrance qu'il engendre en spectacle médiatique. Vous n'êtes, malgré ces mots, pas les bienvenus, voire même la cible dans ces rassemblements-là. Dans quelle mesure ça vous touche et dans quelle mesure, parfois, est-ce que vous vous dites, est-ce que tout ça n'est pas allé trop loin ? Je pense que ça va trop loin dans les réactions vis-à-vis de nous, oui. Et est-ce que parfois, est-ce qu'il y a une part d'autocritique ? Est-ce que parfois vous vous dites... Soyons clairs. Prenons peut-être notre part. Soyons clairs. À chaque fois qu'il y a eu des actes antisémites dans ce pays, et là, c'est un crime absolument odieux, puisqu'on parle de viol, d'accord ? Nous avons toujours été au rendez-vous. Toujours dans l'histoire. Toujours. La seule chose que nous disons et que nous assumons, c'est que nous refusons de considérer comme antisémite la critique d'un gouvernement aujourd'hui d'extrême droite et suprématiste en Israël qui pratique une politique de colonisation interdite par tous les droits internationaux et même de génocide à Gaza. Ça, nous pensons que nous avons le droit de le dire. Et d'ailleurs, même pour les Israéliens, nous avons le droit de le dire parce que, quelque part, je pense qu'on ne peut pas, un peuple ne peut pas vivre non plus comme ça, de manière sur une longue durée, en opprimant à ce point-là un autre peuple. Dire ça, ce n'est pas antisémite. Et ceux qui, quelque part, font le parallèle, comme si, à partir du moment où on critiquait M. Netanyahou, c'était de l'antisémitisme, le pire de ça, c'est qu'ils banalisent le vrai antisémitisme. C'est ça la chose. Donc non, je vous le dis, il y a pour nous des réactions, et nous serons toujours au premier rang par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé que je l'ai relayé d'ailleurs, le tweet de Jean-Luc, chaque mot correspondait évidemment à ce qu'il fallait dire, et de ce point de vue-là, mais vous ne me ferez jamais dire que critiquer à un moment donné la politique du gouvernement d'Israël par rapport aux Palestiniens, c'est de l'antisémitisme. Puisque vous parlez du poids des mots, et on l'a constaté dans les manifestations, des mots qui reviennent en boomerang, c'est le mot résiduel.
L'antisémitisme n'est pas résiduel, en référence à une phrase publiée par Jean-Luc Mélenchon sur son blog le 2 juin dernier. Contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, ce sont ces mots, l'antisémitisme reste résiduel en France. Il est en tout cas totalement absent des rassemblements populaires. Ces mots-là, vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon, si vous avez lu un de blogs, vous savez très bien de quoi il parlait. Il parlait des résiduels d'ailleurs comme quelque chose qui était maintenu à un haut niveau et maintenu à un niveau absolument insupportable. Mais toute sa note de blog était justement liée à ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que nous refusons, et quelque part, moi je refuse d'essentialiser le conflit entre Israël et Palestine. Pour moi, ce n'est pas un conflit entre juifs et entre arabo-musulmans. Voilà, comme voudrait nous inciter à le vouloir M. Netanyahou, et malheureusement, je remarque que ça déteint en France depuis quelque temps. Ce n'est pas le cas. Nous refusons à faire cet amalgame. Et pour notre part, nous critiquer, je le répète, et c'était la note de blog de Jean-Luc Mélenchon, critiquer aujourd'hui la politique de M. Netanyahou ne vaut en aucun cas antisémitisme. Voilà. Donc, c'est ce que nous défendons, c'est ce que nous disons. Et je crois que, moi, je suis certain que ce que je dis là, parce que je suis, par exemple, sur une solution évidente à 2 États pour que Israël puisse vivre en paix et en sécurité. Mais ce que je dis là, c'est entendu, je suis certain, par beaucoup de nos concitoyens de religion ou de culture juive. J'en suis absolument certain. Et je ne pense pas que de ce point de vue-là, ceux qu'on entend les plus fortement reflètent l'opinion de tous mes concitoyens qui, eux aussi, je suis sûr, ne voient pas d'un bon œil la politique de M. Netanyahou. C'était sur le plateau de David Pujadas tout à l'heure. Alain Finkielkraut a pris position dans un cas de figure. C'est un peu la grande question du moment. Au second tour, il y a le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Son choix, on va l'écouter ensemble et puis vous nous direz ce que vous en pensez juste après. Si, par exemple, demain, je devais choisir entre Émeric Caron ou Thomas Porte ou David Guiraud d'un côté et Louis Alliot de l'autre, je choisirais Louis Alliot parce que le communautariste, l'antisémite, l'anti-laïque et l'anti-républicain, ce n'est pas lui. Mais pour moi, ce serait terrible, ce serait un véritable cauchemar parce que je reste un adversaire résolu du Rassemblement national. Votre réaction, Éric Coquerel, il reste un adversaire résolu du Front national, le Rassemblement national, et pourtant, quand je reprends que Alain Finkielkraut donne une conférence à l'Action française, d'accord ? C'est-à-dire une organisation maurassienne, dont on ne va pas me dire qu'elle ne puisse pas ses traditions dans l'antisémitisme le plus rance dans ce pays. Je trouve que là, il y a une inversion des valeurs qui me laisse pantois. Voilà. À un moment donné, expliquer que face à des représentants de formation qui sont farouchement antiracistes, qui combattent partout l'antisémitisme, on préférera voter pour un parti qui a été créé à l'origine, je vous le rappelle, par des proches de Waffen-SS, dont le leader, il n'y a pas si longtemps, parlait encore de détails de l'histoire et où M. Bardella nous a dit il y a quelques mois de ça qu'il estimait que ce n'était pas antisémite. Je trouve que M. Finkielkraut marque cette dérive absolument terrible, née avec le choc des civilisations, un choc des civilisations qui est une extrême droitisation du paysage politique. Alain je trouve ça dramatique. Quand c'est Serge Klarsfeld, je trouve ça dramatique. Quand c'est Serge Klarsfeld, défenseur historique de la cause juive, avocat, historien, qui affirme samedi sur LCI que dans cette configuration, il ne parle pas du premier tour, du second tour, il ferait le même choix. Je n'aurai pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national. Le Nouveau Front populaire est un ami politique, le Rassemblement national est un adversaire politique. Mais moi, ça me stupéfie que quelqu'un dise ça. Mais ça vous savez, touche. je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on voit bien ce que fait le Rassemblement national. D'accord ? Ce qui était le racisme prédominant de ce courant de pensée il y a quelques décennies, c'est-à-dire l'antisémitisme, aujourd'hui, il le troque par rapport à un racisme qui, notamment, se concentre sur les arabo-musulmans, ce qu'on appelle l'islamophobie. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on est islamophobe, on s'apprête à nouveau un jour à être antisémite. Les deux sont absolument liés. Et l'inverse est vrai. D'accord ? Quelqu'un qui est antisémite ne peut pas dire d'un autre côté, non, je dénonce le racisme. Les deux sont liés. Et c'est exactement ce que fait le Rassemblement national. Et donc, en réalité, ces personnes qui mettent leur crédit moral au service de cette inversion des valeurs, participent justement à la banalisation de l'extrême droite et ils participent au risque que nous avons
le week-end du 30 juin, de voir arriver pour la première fois par les urnes dans ce pays un mouvement d'extrême droite. Coquerel, vous avez forcément... Donc je ne peux que les critiquer, je ne peux que réagir fortement, et c'est à eux qu'il faut ça. Vous avez forcément entendu ces derniers jours cette phrase au moins une fois, de dire quand le Rassemblement national arrive à ce niveau dans le pays, tout le monde a sa part de responsabilité. Oui, bien sûr. Oui. Mais donc si c'est oui, bien sûr. Oui. Donc si chacun prend sa part, quelle serait la vôtre? Je vais vous dire, excusez-moi, mais ok, on va se flétrir, etc. Moi, ce que je constate, c'est que quand M. Macron met dans un projet de loi la préférence nationale, comme il l'a fait sur la loi immigration, le fait adopter à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le cœur du programme du Rassemblement national, il a une part de responsabilité gigantesque parce que lui avait été élu, soi-disant, pour faire barrage. Quand M. Macron, il y a 2 jours, accuse le programme du Front populaire d'être immigrationniste, qui est un terme de l'ultra-droite, tout le monde le sait. Jamais je n'ai entendu, jusqu'à maintenant, des républicains utiliser cette droite. Dans la chaîne de responsabilité, à un moment donné, de banaliser en France comme en Europe et de permettre en France comme en Europe la progression de l'extrême droite, ces gens-là, ce président de la République-là, joue un rôle absolument néfaste. Et c'est également le cas, malheureusement, je le regrette, par rapport à ce qui a été leur passé de gens comme les Klarsfeld. Je ne peux que contester ça et appeler un peu à réveil. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, alors arrêtons de confondre, j'allais dire, le danger qu'est l'extrême droite avec l'espoir que le Front populaire représente, y compris pour les gens qui sont victimes de racisme et d'antisémitisme. Je voudrais vous soumettre notre sondage du jour, IFOP Fiducial. Regardez les rapports de force. Alors, je le précise, c'est important, on n'est pas dans les projections en siège pour le moment, mais ça évolue parce que maintenant, on a quand même des listes plus précises. Le Rassemblement national est allié, c'est 34%. Quand je dis allié, RN 30% et 4% avec des candidats ciotistes. On n'a pas le temps de s'y arrêter, mais bon, c'est pas tout à fait rien. Le nouveau Front populaire de gauche, c'est vous. 29%, déjà au-dessus du score de 2022. Ça, c'est clair. Majorité. Elle était à 18% lundi soir, elle est à 22%. Là encore, je sais, prudence, on n'est pas sur la même élection, pas sur les mêmes modes d'évaluation. Mais est-ce qu'on peut dire, en regardant ça, on s'est interrogé chaque heure ces derniers jours, que le macronisme a disparu? Est-ce qu'on peut se dire qu'une élection législative, c'est exactement les européennes? Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'effectivement, une campagne, c'est créer des mouvements permanents et que ce que je constate, c'est qu'il est plus majoritaire quand même, excusez-moi. Oui, mais on parlait de disparition du bloc central et du macronisme. Disparaître complètement. Est-ce qu'on en est là? Les véritables élections. Ouais. Moi, ce que je constate maintenant sur le terrain, d'accord, et ce que je constate dans la réalité, alors d'abord, c'est que, si je ne me trompe pas, les 29%, c'est en progression et le 34% en légère baisse. Bon. Donc, ce que je constate sur le terrain, c'est que la dynamique est d'autre côté. Vous savez, j'ai fait un petit calcul. Le total des candidats d'extrême droite aux européennes, c'est à peu près 85% du vote au premier tour des candidats à la présidentielle d'extrême droite. Le total de la gauche aux européennes, c'est juste 70% du total des candidats. Donc nous avons une réserve de voix plus importante. Simplement, il faut en sorte que les électeurs, y compris ceux qui ont désespéré de la gauche pendant des années, viennent et comprennent que cette fois-ci, la situation est grave et que la seule possibilité, vous voyez bien que ce n'est pas la majorité qui va y arriver, pour faire barrage à l'extrême droite, c'est ce que nous représentons et en plus, nous sommes une chance pour le pays. Voilà l'appel que je fais. Je crois que votre sondage me va très bien. Je crois que nous pouvons gagner cette élection et être majoritaire. Pardon, mais là, c'est pour vous faire rebondir. 64% de participation, c'est aussi ce que dévoile notre sondage. C'est très important quand même. On est 17 points de plus qu'en 2022. Je le vois sur le terrain. Et vous le voyez, et donc vous voyez que ça va à la gauche. Parce que pour vous, le RN n'a plus de réserve de voix. Je ne peux pas parler de ma circonscription, mais dans Seine-Saint-Denis, ça va clairement à la gauche. Oui. Mais je crois que oui, ça peut aller à la gauche, peut-être à condition que nous n'ayons pas un pouvoir tellement aux abois qui ne prévoyait pas que la gauche allait s'unir, que comme ça, elle fasse des parallèles et banalise à ce point-là l'extrême droite. Aujourd'hui, je vais vous dire le problème. Monsieur Macron, il a dissous parce qu'il pensait cohabiter avec l'extrême droite. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'en partie, il reprenne une partie de son vocabulaire. Nous avons déjoué ses plans. Voilà. Et donc, je le redis aux Français, ne cédez pas à la tentation, parce que le problème, c'est que l'extrême droite, quand vous leur donnez les clés, vous ne savez jamais quand ils les récupèrent. Et ce sondage me donne la conviction que nous pouvons y arriver. Surtout que vous allez voir, on nous annonçait qu'on n'allait pas réussir à faire un budget. Nous allons y arriver. On nous annonçait que nous allions nous diviser aussitôt, au bout de quelques jours. Ce n'est pas le cas. Nous avons un programme, et on a vu, nous avons même le programme le plus homogène des différents candidats et différentes forces qui sont ici présentes.